Alors vous savez, aucun mouvement, pays terroriste non plus, ne peut pas exister sans financement. Nous savons très très bien que tous les mouvements et pays terroristes qui menacent la civilisation judéo-chrétienne sont financés par pétrodollars. Pétrole, c'est-à-dire pétrole des pays musulmans. Dollar, ça veut dire les banques. Les banques, Nathalie, les banques, surtout dans les 3, 4, 5 dernières années, ils étaient condamnés, sans passer devant la justice, de payer plusieurs milliards de dollars des amendes aux Américains, puisqu'ils ont blanchi leur argent de terroristes. 7 pays terroristes étaient dans le coup. Panama Papers, on ne parle plus. Des pays terroristes qui financent des structures d'Israël et financent des terroristes internationaux, dans cette histoire de Panama Papers, tout le monde a oublié. Au Sénat, plusieurs sénateurs ont voulu faire quelque chose, c'était étouffé. Vous, chère Nathalie, comme candidat, comme femme politique, quel projet avez-vous pour combattre la dictature des banques et l'argent sale? Moi, il y a un terme que je n'ai pas, qui est beaucoup utilisé en politique en ce moment, c'est le terme naïveté. Vous avez beaucoup de politiques qui disent oui, on a été longtemps naïf vis-à-vis de... moi, je crois qu'il n'y a pas eu de naïveté, mais il y a eu d'une certaine manière une forme de complaisance. C'est-à-dire que ça fait des années, mais de longues années, que vis-à-vis de certains pays, on n'est pas assez exigeant, et vis-à-vis, parce que ça va ensemble, en effet, de certaines institutions. Et toute la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de réussir non seulement à le dire, ce qui n'est pas évident, parce que ça veut dire se mettre en rupture avec certaines politiques qui ont été menées, mais de réussir aussi à le pratiquer. La seule bonne nouvelle, c'est ce sentiment partagé maintenant que la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre mondiale. Des problèmes que vous avez soulevés, on aurait pu proposer d'autres en termes d'équilibres régionaux, d'attitude vis-à-vis de grands pays au Moyen-Orient, ne peuvent trouver de solution que dans un cadre global. C'est-à-dire que ce n'est pas en changeant la politique de la France qu'on trouvera une solution au problème de l'éthique des banques ou de l'ambiguïté qu'on peut avoir nous-mêmes sur certains états du point. Ça se fait collectivement, si vous voulez, concrètement. On l'a bien vu d'ailleurs sur la Syrie, quand la France décide de faire tout seul un truc dans le coin, il ne se passe pas grand-chose quand même. Donc la bonne nouvelle, c'est ce sentiment, je crois, qui commence à s'installer d'une communauté de destin dans la lutte contre le terrorisme. Les Américains nous ont beaucoup reproché, après le 11 septembre, de ne pas avoir senti en fait quelle était leur situation, quel était leur mouvement, ils ont eu l'impression, vous vous souvenez, ils avaient un sentiment de trahison, ils ont eu l'impression que la France ne comprenait pas en fait ce qui se passait chez eux. Nous, on aurait pu avoir ce sentiment à un certain moment, et en même temps, le problème est tellement mondial que c'est pas ça qui est en train de se passer. Il y a une vraie solidarité. Je fais juste une incidence, ça me frappe notamment dans la relation des Français vis-à-vis de l'État d'Israël. Pendant longtemps, c'était compliqué aux Français de parler aux Français, de faire dans la discussion avec les Français, dans la discussion politique sur les questions de sécurité, référence à ce qui se passait dans l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que les gens avaient l'impression que c'était très très différent, que c'était très spécial, et d'ailleurs ils ne voulaient pas que ce soit du tout pareil, ils n'avaient pas envie de cette référence-là. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, quand vous faites référence, par exemple, avec les techniques de renseignement qui sont mises en œuvre dans l'État d'Israël pour croiser des techniques technologiques et des techniques de renseignement de terrain, vous avez une écoute attentive, vous avez un intérêt et vous n'avez pas de rejet. C'est-à-dire que les gens ne trouvent pas la comparaison absurde et ils ne se sentent pas menacés par le fait qu'on les compare avec un pays qui perçoivent en situation de risque. Eh bien, d'une certaine manière, c'est pas de chance, ça veut dire que ça témoigne de la fragilité de la France aujourd'hui, de l'évolution du terrorisme, mais c'est une chance au sens où ça ouvre des perspectives de nouvelles coopérations. Merci de pas vous les en revanche, besoin d'une politique migratoire au niveau européen. Et voilà un truc
Il parlera aux Européens, plutôt que de voir une image terrible de ce qui se passe sur nos côtes, et de tous ces malheureux qui s'échouent et qui meurent en mer, et de l'Europe qui donne le sentiment d'être impuissante. Une vraie politique commune migratoire, ce sera à la fois le seul moyen d'être efficace en matière de politique migratoire, et d'une certaine manière, ça pourra donner de la fierté. Et sur la lutte contre le terrorisme, justement, ça va frapper au moins l'affaire Salah Abdeslam. Vous savez, ces gens-là n'attaquent pas un pays, ils attaquent le continent, ils attaquent les civilisations. D'ailleurs, on l'a su, c'est parce qu'ils n'avaient pas pu récidiver à Paris qu'ils sont allés faire leur coup à Bruxelles. Et d'ailleurs, ils l'ont pas fait n'importe où, ils l'ont fait un métro qui est proche des institutions européennes. Donc, dans leur tête, ils attaquent un coup, mais nous, on se défend pays par pays. On se retrouve même en termes de procédure judiciaire, il n'y a pas de parquet européen, il n'y a pas de procédure unique de lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de procédure unifiée, donc on se retrouve avec la procédure belge, la procédure française. Évidemment, on échange de l'information, mais enfin, on est quand même très très loin du compte, alors qu'eux-mêmes circulent comme ils veulent à l'intérieur de l'Europe. Voilà deux sujets sur lesquels il y a une forte attente de la population, et je pense que l'Europe se rendrait aimable si elle offrait le visage de l'efficacité sur ces deux sujets-là. J'aimerais que vous nous racontiez votre rendez-vous avec le Premier ministre, Manuel Valls. Très important, c'est pas le projet de loi, je pense que tout le monde a lu. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut pratiquer un exercice républicain et démocratique avec ce qu'on considère encore l'autre camp, même si on a tous bien compris, après l'année qu'on vient de vivre, que tout ça était assez obsolète et que les choses étaient beaucoup plus complexes qu'être de droite ou être de gauche. D'ailleurs, vous êtes et de droite et de gauche, comme Emmanuel Macron, qui n'était ni de droite ni de gauche, il était de droite et de gauche. Ils ont été confrontés à des problèmes de radicalisation au niveau local, comme élu local. Donc, j'ai toujours entendu l'oreille attentive à ce qu'il disait sur le sujet, parce que il a été à Évry, c'est une ville où il a été, et ça se sent, je trouve, dans son discours, parce qu'il y a une sensibilité sur ces questions-là. Bon, et au mois de juillet, j'ai posé une question au gouvernement, à lui, sur cette proposition que je porte, de mettre hors la loi le salafisme comme idéologie, pour pouvoir activer un certain nombre de choses, comme la loi 2004 sur l'économie numérique, donc faire interdire, déclarer manifestement illicite des contenus sur Internet et les faire interdire. Voilà, pas qu'aujourd'hui. Non, c'est pas qu'aujourd'hui. Pour activer un certain nombre de choses, pour aller en quelque sorte à la racine du problème, et on va parler du tout. Et donc, j'avais posé cette question au gouvernement, et dans la réponse de Manuel Valls, j'ai senti qu'il y avait comme une ouverture. C'est-à-dire que dans sa réponse, toute la première partie de la réponse était sur je pense que c'est une idéologie dangereuse, j'ai toujours été très mobilisé sur cette question, etc. Ce qui correspond d'ailleurs à ces déclarations. Bon, et puis à la fin de la réponse, c'est un peu en queue de poisson. Voilà, mais oui, peut-être, il n'y avait pas vraiment de fin. Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai à la suite de ça fait deux choses. D'abord, je lui ai fait une lettre pour lui rappeler en fait toutes les propositions que j'avais faites sur ce sujet, lui demander ce rendez-vous, lui demander d'en parler ensemble, et en parallèle, j'ai fait mener un travail juridique pour pouvoir donner du corps à la proposition, lui donner une forme juridique qui ne serait pas susceptible d'être toquée ou quoi. Et donc voilà, je suis allée voir pour lui parler de ça. Moi je pense qu'il y a des sujets qui méritent qu'on dépasse des clivages. C'est pas nouveau comme démarche de ma part, au sens où ça m'est arrivé déjà sur d'autres sujets de chercher l'accord le plus large possible. Quand j'étais jeune député, en 2004, j'étais le rapporteur de la Charte constitutionnelle de l'environnement. J'ai essayé de la faire voter à l'unanimité. J'ai pas réussi, mais j'ai réussi quelque chose, c'était que le Parti socialiste avait donné une consigne de vote contre. Et d'abord, un certain nombre de collègues socialistes ont quand même voté pour au Congrès, ce qui était courageux de leur part, parce qu'en plus au PS, ils ne veulent pas été consigne à faire un vote. Et j'ai fait la même chose pour le Grenelle de l'environnement. La loi Grenelle 1 a été votée à la quasi-unanimité. Donc voilà, il y a des sujets sur lesquels je pense que ça vaut le coup de dépasser les clivages. Sur lesquels je pense d'ailleurs que les clivages ne sont pas essentiellement partisans, et il me semblait que cette proposition de loi que je portais était de cette nature-là et méritait donc une initiative. La loi de 1905, la loi sur la laïcité. Mais la loi de 1905 est quelque chose de très fondamental
aujourd'hui dans dans la société politique. Et donc j'ai développé plutôt des propositions qui visent à trouver des solutions à nos problèmes du moment sans toucher à la loi de 1905. Voilà, si on devait tout réécrire aujourd'hui, si la France était une page blanche, la loi de 1905, on ne l'écrirait pas de cette manière-là. Mais l'histoire politique française n'est pas une page blanche, la loi de 1905 est assez fondatrice de notre histoire politique, et donc moi j'ai plutôt travaillé avec des juristes, avec des associations, avec des experts, pour porter sur la question de l'émergence d'un islam de France des propositions qui soient compatibles avec la loi de 1905. C'est le sens, par exemple, de la proposition que j'ai faite d'une redevance sur le halal. On a aujourd'hui un problème de financement du culte musulman. Si vous voulez, tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche, expliquent qu'il faut faire émerger un islam de France. Et tous les ministres de l'Intérieur se retrouvent à négocier avec les pays du Maghreb, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie, les conditions d'exercice de l'islam en France. Et que ce soit sur des motifs financiers ou sur des questions comme les imams à l'occasion du Ramadan, il y a plein de sujets. Donc, et c'est vraiment, c'est pas un sujet partisan. À droite, à gauche, c'est pareil. Le ministre de l'Intérieur, pourquoi? Parce que c'est le ministre du culte. Et tous, ils ont ce discours sur l'islam de France, et tous, ils se retrouvent devant un mur. Et le mur, il va pourquoi? Notamment pour des raisons financières. Parce que, comme il n'y a pas de moyens autonomes pour développer l'islam de France, il y a un moment où il y a des réalités qui font que les financements viennent de là-bas. Je crois que la solution, on ne la trouvera pas si on ne laisse pas des moyens autonomes pour l'islam de France. Et à partir de là, vous n'avez que deux solutions, selon moi. Soit, parce que les fidèles, tout ça ne suffit pas, le mécénat, on a essayé, ça ne suffit pas. Donc vous n'avez que deux solutions. Soit vous faites du financement d'État, et ça nécessite de revenir sur la loi de 1905. Soit vous donnez à la communauté musulmane les moyens de trouver son propre financement. C'est cette idée de redevance sur le halal, une redevance à prélever, à faire prélever sur toute l'alimentation, pas seulement sur la viande d'ailleurs, sur toute l'alimentation qui se déclare halal. Ça permet d'avoir une redevance très minimale, de l'ordre de 1%. 1% sur un marché de 6 milliards par an, ça fait 6 milliards par an, ça fait 60 millions par an. Et là, vous avez des financements autonomes qui vous permettent véritablement de mettre en œuvre cette politique que vous clamez par ailleurs et à laquelle aujourd'hui vous ne donnez pas de moyens. C'est le problème de la loi de 1905. Donc techniquement, il faut que ce soit une redevance, et qu'il y ait une redevance, c'est tout à fait légal, pour service rendu. Le service étant la certification halal, le label halal.